Bonjour, mon nom est Sophie Dorval. Bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, Madame Émilie Lessard, auteure, compositeur, interprète, le bal masqué des fous rires, on prend des nouvelles de la ville côté culture et loisirs, on rencontre l'équipe de rétablissement du C3S du Granit et David Bernier, guide entrepreneur. Bienvenue à Tour de Ville. Madame Émilie Lessard lancera son album Avis de recherche le 21 novembre prochain. Voici ma rencontre avec l'artiste. Donc, Émilie, aujourd'hui, on se rencontre. Il y a ton lancement d'album qui s'en vient, Avis de recherche. Avis de recherche, c'est quoi au juste cet album-là? Ah, on doit. Avis de recherche, c'est le créateur qui est à la recherche de sa créature depuis l'éternité, depuis toujours. Fait que c'est ça. Puis, c'est un album que vous avez préparé sur une longue période. Ça fait depuis quand que vous travaillez sur cet album-là? Il y a des chansons que j'ai composées, ça fait quelques années, mais c'est depuis l'été passé qu'on travaille dessus, mais pas à plein temps. OK. Et puis, vous êtes auteur, compositeur, interprète, donc vous avez composé les paroles, la musique aussi? Oui. Tout au complet. Et puis, vous chantez. Est-ce que vous faites la musique aussi sur l'album? Non, je sais pas. Je suis capable de composer. Ça, c'est un talent naturel que j'ai, mais je suis pas une super musicienne pour jouer sur l'album. Comme au lancement, j'ai des très, très bons musiciens, mais c'est ça. Et puis, ça fait combien de temps que vous chantez, Émilie? Depuis toujours. Mais je compose depuis à peu près, disons, quand j'avais dans la vingtaine. OK. Avant, je savais que j'étais capable, par exemple. J'écoutais de la musique, là, puis c'est comme j'avais comme le sentiment, ça me disait, voyons, il me semble que je serais capable de faire ça. Mais je savais pas. Et puis, ça s'est découvert de quelle façon qu'il y a eu le déclic? C'est comme un moment donné, vers 21 ans, j'ai appris à jouer de la guitare, puis j'ai commencé à composer en même temps. C'est comme, quand je jouais de la guitare, j'avais comme le goût de composer. C'est venu tout seul avec l'instrument dans les mains, là? Pratiquement. Mais c'est sûr que l'inspiration de la sorte de chant que je fais, ça vient de mon vécu, par contre. OK. C'est ça. Ça vient pas du fait que j'avais une guitare dans les mains. Et puis, justement, l'inspiration pour cet album-là, de quoi on parle dans cet album-là, Avis de recherche? C'est ça, on parle, c'est comme je disais tantôt, pas juste de ça, là, mais la toune principale, là, tu sais, pas la principale parce que c'est la plus belle, parce qu'il y en a d'autres très belles, mais la toune thème, si on peut dire, Avis de recherche, c'est vraiment le créateur qui cherche sa créature, on l'a séparé de sa créature dès sa naissance, puis il est à sa recherche depuis l'éternité. Mais ça a un style spécial. Puis justement, c'est quel genre de style musical? Là? Comment vous pourriez le qualifier? Le gars avec qui que j'ai fait faire mes arrangements, il a donné vraiment différents styles. Si vous mettez des extraits, les gens vont pouvoir voir. Mais j'ai un chant qui a un petit style reggae. Il y en a un que ça fait un peu Charleston. Il y en a un autre, ça va faire plus rock. Il est allé me chercher plein de styles selon le thème de la chanson. OK. Il est très, très attentif à ça. Je suis très contente. En passant, il s'appelle Martin Paquette. C'est un arrangeur, il a déjà fait un disque lui-même qui s'appelle Zémora. On trouve tout ça sur mon site, tous ces renseignements-là. Et puis justement, votre site Internet, si les gens veulent avoir plus d'informations, c'est quoi au juste? www.emilielessard.ca. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et puis sur ce site-là, est-ce qu'on peut entendre des extraits? Oui. Et le lancement est bientôt. On a parlé de l'album. Le lancement est quand au juste? Le 21 novembre à 19h. C'est un samedi à 19h. J'ai mis ça à 19h, même si les gens sont habitués que les shows se font toujours à 8h le soir, parce que je sais qu'il va y avoir des enfants, des personnes un peu plus âgées qui vont vouloir venir. Et je voulais que ce soit accessible. Donc, c'est un spectacle accessible à tous. Le lancement va durer environ combien de temps? Est-ce que c'est une grosse soirée qui est prévue? On va faire les chants que sur le CD. Peut-être une petite surprise aussi. Moi, je pense qu'1h30, là, ça va être fait. Là. Mais on va pouvoir rester, parler, il va y avoir une petite collation. Vous allez être disponible après pour le public? Oui, c'est sûr, c'est ça. Et puis, si on veut se procurer des billets pour le lancement, de quelle façon on peut le faire? On peut aller sur mon site, www.emilielessard.ca, pas d'accent sur le « et ».
Et où il y a chez Jean Coutu, qui va en avoir, à Lac-Drolet, dans mon village, à l'épicerie aussi. Et puis, ça se peut qu'ils viennent d'autres endroits, là, mais ça, c'est vraiment les deux clés, là, surtout, et mon site. Parfait. Donc, on invite les gens à se procurer des billets, à assister au lancement, puis à rester à l'affût quand le disque va être sorti. Ouais. On vous prépare une belle soirée. J'ai des super bons musiciens. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Le Centre magnétique ouvrira ses portes à Lac-Mégantic. On vous présente la vidéo de David Bernier. On est au bootcamp entrepreneurial pour annoncer l'ouverture de l'incubateur du Lac-Mégantic, le Centre magnétique. Contente de la journée? Ça se déroule bien? Très heureuse. Plus de 150 personnes qui se sont déplacées de la région de Lac-Mégantic, mais aussi beaucoup de Sherbrooke, de Québec, de Trois-Rivières. Donc, je suis très contente un peu de refaire vivre l'expérience d'une conférence dans un milieu un peu atypique. On parle beaucoup d'incubateurs ces temps-ci. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'un incubateur et comment se distingue et se positionne le Centre magnétique? Alors, un incubateur d'entreprise, c'est souvent un lieu pour les jeunes entreprises en 2 et 5 ans d'expérience qui reçoivent en fait de l'accompagnement pour les aider à croître. Là où on se distingue particulièrement, c'est qu'on a mixé le concept de l'incubateur, un espace collaboratif de travail, donc qui accueille des travailleurs autonomes. Donc, on a vraiment des jeunes entreprises avec des entreprises qui sont plus avancées. Et en fait, là aussi où on est distinct, c'est qu'on travaille dans un milieu rural, donc avec dans une ville de 6000 habitants. On va être le premier espace collaboratif dans une aussi petite ville au Québec, ce qui fait qu'on travaille avec des entreprises un peu moins traditionnelles, les incubateurs comme on voit à Montréal, aussi souvent des entreprises technologiques, en informatique, tout ça. Nous, on travaille avec des agriculteurs, des mécaniciens, des électriciens, des traducteurs. Donc, on a vraiment des entrepreneurs différents. Puis moi, j'aime ça parce que ça amène une nouvelle version de l'entrepreneuriat. C'est super beau de voir une initiative de ce genre-là. Peux-tu me dire qui est derrière le projet avec toi? Puis d'où vous est venue la motivation justement d'ouvrir un incubateur au Lac-Mégantic? Oui, en fait, je travaille avec Bernard et le projet est né dans un cours à l'Université McGill où on nous a demandé de faire un plan d'affaires pour d'une entreprise sociale dans une région rurale du Canada. Et venant du Québec et fière du Québec, il fallait que je choisisse une ville de la province. Et puis, j'avais pas envie de choisir un cas d'études de pauvreté traditionnel. J'avais envie d'un nouveau défi pour une entreprise sociale. Et puis, Lac-Mégantic, suite à la tragédie, je trouvais qu'il y avait une opportunité économique intéressante. Et on a fondé le projet du Centre magnétique. On a gagné la compétition entrepreneuriale de McGill. Et ça fait 1 an et demi qu'on travaille ici dans la communauté avec le Centre magnétique. C'est une OBNL, d'où l'entreprise sociale. Tu me parles de communauté, justement. Vous avez mobilisé toute la communauté ici. C'est bondé de gens. Puis vous avez aussi un panel d'entrepreneurs vedettes. Comment est-ce que vous êtes pris pour faire ça? Puis ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Oui, aujourd'hui, on a comme partenaire fondateur TELUS et on a aussi accueilli comme conférencière principale Mme Danielle Henkel. On a aussi 10 autres conférenciers qui l'accueillent de tous les secteurs. On a le directeur de vente chez Aldo à l'international. Donc, ça nous a pris environ 4 mois organiser, mobiliser tout ce monde-là et on l'a fait grâce à nos mentors qui nous entourent, qui ont un réseau exceptionnel à travers le Québec et qui nous soutiennent, mais aussi avec beaucoup d'audace. Bernard a d'ailleurs écrit à Danielle Henkel sur LinkedIn. C'est comme ça que nous avons pu l'avoir. Donc, un mélange d'audace et de réseau. On est présentement à la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic. Il y a une exposition qui s'en vient bientôt, là. Oui, une nouvelle exposition avec l'arrivée de l'automne. Le dynamisme culturel est toujours dans cette galerie. Hein. Comme on sait, elle est fréquentée par beaucoup de types de personnes et la présence des arts auprès de la population est devenue une référence ici. Notre prochain artiste, c'est un photographe très impliqué dans sa communauté, qui a aussi pignon sur rue, qui gère lui-même une petite galerie dans son studio ici, près de l'église à Lac-Mégantic. Donc, c'est Claude Grenier. Claude Grenier va avoir une exposition solo à partir de, donc le vernissage est le vendredi 30 avril. Donc, juste avant l'Halloween, 30 octobre, qu'est-ce que je dis là? Merci Sophie. J'ai hâte au printemps déjà, mais c'est une journée ensoleillée aujourd'hui, on tourne, hein, je me pensais déjà en avril. Donc, trêve de plaisanterie. Claude, on sait qu'il est actif avec son art photographique depuis plusieurs années. Il va nous livrer les derniers fruits de son travail, donc on a très hâte. L'exposition s'intitule, bouge pas, je vais prendre l'affiche, je viens de la voir.
Elle s'intitule « Exposition sur mémoire subjective ». D'accord. Donc, bien sûr que c'est vraiment le lot de la photo d'être subjective et de nous faire penser à des choses et d'évoquer des ambiances, etc. On sait qu'il est très attaché à sa ville on ne le dit plus, mais elle se transforme. Pensons plutôt à l'avenir où on est en reconstruction, tout ça. Donc, quelles seront ses impressions subjectives laissées à travers ça? Venez nous voir le 30 octobre à 5 heures. L'artiste sera là avec nous pour le vernissage et l'ouverture officielle. Donc, l'exposition dure jusqu'au mois de décembre. OK. Donc, tout le mois de novembre, il sera ici. Et puis, comme les autres expositions où parfois on voit des toiles, est-ce que c'est possible d'acheter les photos ou c'est seulement en fait, exposé pour les regarder? Là? Oui, c'est exposition-vente, comme OK. souvent. Présentement, on ferme l'exposition d'aquarelle, là, mais c'est exposition-vente, ces œuvres seront en vente. Et il y aura des produits dérivés aussi. On sait qu'ils éditent des calendriers et autres produits, là. Fait que c'est intéressant parce que ça rend son art accessible. Donc, bienvenue à tous à cette exposition. Donc, c'est une invitation à partir du 30 octobre à venir voir les œuvres de Claude Grenier. Merci Oui. beaucoup. Bienvenue et bonne journée. Merci, toi aussi. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La semaine dernière, l'équipe de rétablissement du C3S nous présentait les actions effectuées dans le milieu depuis août 2013. Voici donc la suite de notre reportage. Alors, ce qu'on a pensé faire ensemble, tout simplement, c'est de se donner un temps d'échange et de rendre accessible à la population l'expérience riche des intervenants qui sont ici depuis un bout, puis de partager les outils. Partager, quand je parle d'outils, c'est de trucs pour sentir toujours de mieux en mieux. Alors, c'est un peu ça à travers tout simplement des phrases types qu'on entend encore, que plusieurs gens doivent encore entendre dans leur entourage, qu'on veut partager, puis la richesse de l'expérience des intervenants. Ben moi, c'était la phrase que tu as dit, ça me parle beaucoup. Pour tourner la page, il faut l'avoir lu. J'imagine que c'est quelque chose aussi que vous vivez. Qu'est-ce que ça vous dit à vous cette phrase-là, avec les gens que vous avez vus aussi? J'aurais un petit mot. Oui. C'est sûr que pour tourner la page, il faut l'avoir lu. Puis c'est ça le travail qui est peut-être le plus exigeant de la part des personnes elles-mêmes. Ce sont les personnes qui travaillent fort. C'est pas tellement nous. Nous, on accompagne, on suggère, on a une idée sur des stratégies utiles, mais les gens vont dans leur histoire personnelle et ont à ressentir les choses qu'ils vivent depuis le sinistre. Et pourquoi 2 ans pour prendre le temps de lire leur page? C'est qu'on n'a pas eu affaire ici à quelque chose d'intensité légère ou c'est que ce qui s'est vécu ici, la journée de la tragédie, qu'on appelle un sinistre, vu justement le grand nombre touché, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens terrible du terme. C'est quelque chose d'une intensité incroyable. Et le 2 ans ne nous paraît pas nécessairement long à nous. C'est quelque chose qui s'est imprégné profondément. Puis ça a créé tellement de conséquences difficiles à tous les niveaux. Socialement, au niveau du travail, une difficulté pour un individu dans cette situation-là, c'est exactement aussi un grand malaise dans une communauté. Alors, il y a l'individu, la communauté, les familles. Chacun a à se sentir mieux, à se rétablir 2 ans après quelque chose de si terrible. Ça paraît long à celui qui le vit, mais... Oui. Moi, j'ai été marqué en particulier, à nouveau, je dirais, par l'importance du respect des différences à travers les récits qu'on reçoit.
Il y a des gens qui sont mal à l'aise de prendre leur place à recevoir de l'aide. Ils se disent, il y en a qui en ont sûrement plus besoin que moi. Moi, je fais pas partie des familles qui ont perdu quelqu'un. Les gens, des fois, se positionnent d'une façon parce qu'ils ont peur de vivre quelque chose de nouveau aussi. Ils sont confrontés pour la première fois, des fois de leur vie, à quelque chose qui les dépasse. Puis là, ils ont besoin d'aide, puis peut-être qu'ils ne sont jamais allés chercher d'aide. Oui. Donc, la différence se manifeste de tellement de façons dans les réactions. Il n'y a pas personne qui réagit de la même façon face à un traumatisme. Puis aussi dans le délai. 2 ans après, il y en a qui n'ont pas encore ressenti de symptômes particuliers, puis on sait que ça peut se manifester plusieurs années plus tard. Donc, on est toujours aux aguets. On ne sait pas dans quel état les gens qui nous rencontrent vont se trouver. Oui. C'est comme si on voit qu'il y a des gens qui commencent leur processus, puis il y en a qui l'ont terminé l'an passé. Fait que ça, c'est très important pour nous de voir que chacun est à son rythme, chacun a ses réactions, puis de normaliser ça. On travaille beaucoup dans ce sens-là, surtout dans les groupes aussi avec Nicole. Je fais un groupe aussi en ce moment. La normalisation. Parce qu'on a toujours l'impression que les autres, ça a été pire, justement. On n'a pas perdu quelqu'un, ou on n'était pas là, ou si notre maison n'a pas été brûlée, ou si on vient même pas de Lac-Mégantic. Parfois aussi, on dirait justement que les autres, c'est pire. Donc, peut-être qu'on ne va pas chercher l'aide, mais qu'on en aurait besoin, du moins parler, d'être guidé là-dedans. Oui. Oui. Bien, encore faut-il lire la page, mais encore faut-il faire l'effort de la comprendre. Et c'est ça qu'on a fait en psychopédagogie, en groupe, faire de la psychopédagogie, expliquer à la personne qui est unique devant nous, c'est quoi les principes d'adaptation face à un trauma, face à un sinistre, comme vous avez vu, comme tous les humains le vivent sur la Terre. Ici, oui, ça a été d'une grande ampleur, mais si on pense aux zones de guerre ou si on pense aux catastrophes naturelles, c'est à peu près les mêmes techniques d'adaptation que tous les humains ont développé au cours des millions d'années de leur survie. Parce qu'il faut s'entendre que l'humain, c'est un être de survivance. Si on est ici à se parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a des siècles, des millénaires en arrière de nous et les gens l'humain a développé des adaptations, des attitudes pour survivre. Et ce qu'on a tous vécu ensemble, soit en groupe, soit en individuel, c'est les 3 adaptations majeures suite à un sinistre qui s'appelle la loi des 3 F. Qui est le F pour la fuite, le F pour faire face ou le F pour figer. Donc, tous les humains de la Terre et évidemment tous les gens de la MRC du Granit et tous les gens de Lac-Mégantic, suite au sinistre du 6 juillet, ont dû développer ces techniques-là face à cet événement majeur. Donc, la fuite, il y a des gens qui, instantanément, par esprit de survie, ont fui. Vous le savez, l'histoire du 6 juillet, grâce à cet instinct de survie majeur, puis très présent ici, les gens qui ont pu fuir l'ont fait. Puis l'ont bien fait. Oui. Dans le sens qu'on ne se promène pas dans la ville de Lac-Mégantic avec des grands brûlés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Les gens avaient une technique de survie de la fuite parfaite. Ceux qui n'ont pas pu, c'était être au mauvais moment, à la mauvaise heure. Il y a aussi le faire face, le combat qu'on appelle. Il y a encore des gens après 2 ans, il y a eu tout ça. Après, des gens qui combattent. Ils vont s'adapter, ils vont réagir à une catastrophe en combattant. Je pense que c'est une technique qui est intéressante, qui nous tient en vie. Elle a comme dans toutes les techniques, il faut avoir une mesure. Si on combat tout le temps, bien notre corps peut s'épuiser. Oui. C'est ça qu'il faut dire. Mais la technique en tant que telle, elle est parfaite. C'est grâce à ça qu'on est en vie, que l'espèce humaine poursuit son évolution. Et il y a aussi figé. Ça, c'est la technique qui est la moins bien reconnue. Quelqu'un qui a figé, en 2015, c'est moins bon, hein? Dit, oh mon doux, il y a quelqu'un qui aurait pu mourir à côté de moi, j'ai figé. Et même, on peut dire après 2 ans, comme mes collègues ont dit, on a encore des gens qui ont figé. Puis qui sont encore figés. Puis qui sont encore figés. Et c'est juste. Ces 3 techniques, pas une meilleure que les autres, ces 3 techniques-là ont permis à l'humain de survivre.
Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait ensemble, c'est trouver la technique que j'ai, moi, comme humain, qui a marché, puisque la personne est devant moi, elle a survécu. Oui. C'est parfait. Donc, comment, à ce temps, je peux travailler avec, mettons, je suis figée, je suis en déni total. Y a-tu eu un événement le 6 juillet? Ben, arrête de m'en parler, j'ai rien à savoir de ça. C'est correct. Par ailleurs, est-ce qu'il faut lui mettre un petit filet de sécurité au cas où qu'un jour, tranquillement, le iceberg se mette à couler un peu, à dégeler. Donc, notre job a été vraiment de mettre des filets de sécurité autour des gens qui disaient, regarde, moi, la page est virée. Puis c'est juste aussi. Oui. Donc, on est dans cette étape-là. On a fait ça depuis 2 ans. Et ça va poursuivre. Comme dit mon collègue, ça peut surgir à n'importe quel moment de ma vie. Même les gens qui ont fui, qui étaient une technique, comme je vous dis, correcte, ça se pourrait qu'un jour, se pensant tout à fait détaché de l'événement, se promène sur le pont Jacques-Cartier, je nomme ce pont-là parce que ça peut être dangereux, et tout à coup entendre un bruit qui va ressembler au bruit qu'ils ont entendu et devenir en choc. Venir les sueurs dans le cou, tout tremblant, tout fébrile à l'intérieur, parce qu'il y a une mémoire sensorielle et il y a une mémoire corporelle. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'on a travaillé ensemble. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Vous cherchez une activité à faire à l'Halloween? Robert Roy et Jean-Marc Gagnon nous parlent du grand bal masqué des Fous Rires. Le bal masqué des Fous Rires pour l'Halloween, ça s'en vient. C'est quoi au juste cet nouvel événement cette année? Bien, en fait, c'est le comité culturel qui avait pensé organiser un événement à bénéfice. OK. Puis on voulait aussi non seulement ramasser des sous, mais élargir notre rayonnement. Donc, on voulait faire quelque chose d'un peu plus populaire. Donc, on a essayé de faire un peu de brainstorming. Puis finalement, l'idée finale qui a abouti à tout ça, c'est peut-être que de se coller à la fête de l'Halloween, qui est une fête très populaire. Et puis autour de ça, organiser un grand événement. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Puis en même temps, on ne voulait pas faire non plus un Halloween d'horreur puis de barbouillage. Donc, c'est plutôt axé sur un bal masqué. Et puis, on voulait que ça se fasse dans la bonne humeur aussi et puis que ce soit un esprit festif. Donc, c'est devenu le bal masqué des Fous Rires. Donc, les gens vont se déguiser et on va essayer d'avoir du plaisir puis de s'amuser. Puis, il va y avoir beaucoup d'animation et tout ça. Et puis, pour rendre ça pour élargir ça encore davantage, on a pensé que ce serait intéressant d'avoir un président d'honneur. Ouais. Et c'est dans ce sens-là qu'on a pensé à mon ami Jean-Marc ici qui pourrait assumer ça parce que c'est une personnalité très connue dans toute la région et dans le monde des affaires. Donc, c'est qu'on lui a proposé puis il a accepté avec enthousiasme. Puis on est très contents. Et puis ton rôle, Jean-Marc, en tant que président d'honneur, quel genre d'appui t'apportes au bal masqué? Un peu comme Robert l'a expliqué, en fait, je touche peut-être d'autres personnes, en fait, qu'on voit moins traditionnellement dans ce genre d'activité-là, souhaitant qu'ils vont répondre à l'invitation, mais en fait, c'est une mariage, en fait, entre l'ensemble des gens de la communauté, autant les communautés d'affaires qu'on peut inviter à participer à cette activité-là, parce qu'on voit moins les gens habituellement de cette nature-là être présents dans ce genre d'activité-là, mais d'inviter également les employés, ainsi de suite. Donc, c'est une activité festive qu'on vise à amener dans la région aussi, et pas seulement pour les gens de Lac-Mégantic, naturellement, c'est pour les gens de toute la région. Et je suis accompagné aussi de Sonia Granon, qui n'est pas ici présente ici ce matin, mais Sonia qui est très impliquée auprès des jeunes aussi du milieu, surtout de la nouvelle clientèle, les nouveaux arrivants, en fait. Oui. Là. Donc, qui sont invités par la même occasion à venir se joindre à nous ce soir-là. Donc, on espère de tous les voir là et d'avoir du plaisir ensemble. Donc, ça va peut-être être difficile de reconnaître tout le monde ce soir-là, naturellement, mais de façon incognito ou peu importe, là, on veut voir tous les gens à notre soirée pour être capable de faire de ce soir-là un succès.
Merci. Et puis, cette soirée-là, le 31 octobre, évidemment, c'est à l'Halloween, c'est un samedi. On se rend ici au bistrot du Centre sportif. À quelle heure on est attendu? Oui, en fait, on attend les gens vers 7h30, mais les événements musicaux vont commencer. Il va y avoir de l'animation, évidemment, de l'animation musicale. Mais la première prestation musicale, ça va être à 20h30. En fait, on fait aussi un clin d'œil à tout ça pendant le brainstorming, toutes sortes d'idées qui ont germé. Là. Et puis, on fait un clin d'œil. Je pense que c'est le plus gros party qu'il y a eu au siècle dernier à Lac-Mégantic, qui avait été l'Halloween des Cobras, qui avait eu lieu dans l'hôtel La Salle, qui était devenu l'auberge et tout ça. Mais à l'époque, donc, on avait occupé les lieux. Ça avait été un party tellement fou, avec évidemment les Cobras, qui est un groupe d'une génération. Alors, la première partie va être avec les Cobras, que vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, c'est moi-même, Jean-Pierre Paradis, Gérard Aubu, Robert Bureau et René Mercier, normalement. Mais là, finalement, René n'est pas tellement en forme, donc on est avec un batteur de Sherbrooke qui est Richard Bergeron. OK. Alors, première partie, les Cobras, donc avec un peu aussi pour s'adresser. On essaie d'élargir notre clientèle. Donc, Jean-Marc amène la clientèle d'affaires. Madame Sonia amène un peu, on travaille un peu auprès des nouveaux arrivants, de la clientèle des plus jeunes aussi. Et les Cobras, bien évidemment, ça représente la clientèle des boomers. Fait qu'on, c'est une espèce d'éventail qu'on essaie d'offrir pour ratisser le plus large possible. Donc, première partie, les Cobras. Après ça, il va y avoir beaucoup d'animation, il va y avoir des tirages, évidemment. Il va y avoir un moitié-moitié parce qu'on veut ramasser des fonds aussi. Et puis, en deuxième partie, bien là, c'est un peu, on veut s'adresser à la clientèle un petit peu plus jeune. Donc, on y va avec un DJ, qui est DJ Charlie, de Sherbrooke. Donc, il va arriver avec la musique un petit peu électro, la musique un petit peu plus moderne, donc pour la plus jeune génération. Donc, c'est un espèce de mélange des genres qu'on fait pour attirer le plus de gens possible. Et puis le tout pour financer, en fait, le comité culturel. C'est pour aider à quoi, juste au comité culturel, qu'on fait cette soirée de financement-là? Bon, en fait, le comité culturel est en campagne de financement. Et d'ailleurs, on travaille avec Jean-Marc aussi sur le financement parce qu'on a un projet de salle, de restauration de la salle, qui est un projet de 3 millions de dollars. Donc, on a le support des ministères, on a le support des instances régionales et municipales, mais aussi, il faut aller chercher du financement public. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette campagne-là. Puis, ça prend aussi du financement pour le fonctionnement du comité culturel. Mais donc, tout ça, les fonds ramassés vont servir au comité culturel. Oui. Oui, j'allais dire également, on a oublié peut-être tantôt, il y a des prix de présence intéressants aussi qui vont être octroyés pour la soirée. Donc, des prix de présence et des prix pour le déguisement et des prix pour le rire également. Fait qu'il y a des catégories de prix intéressants. Donc, c'est des billets principalement pour les spectacles salles du centre culturel. Donc, si les gens veulent se présenter, on a pour une valeur de 1200 $ de prix là, qui vont être donnés ce soir-là. Donc, un abonnement annuel aussi qui va être tiré comme étant le grand prix de la soirée. Donc, c'est à considérer là, pour ceux qui ont le goût de venir participer. Puis on invite évidemment les gens à se costumer et à faire preuve d'originalité et de créativité parce que c'est un peu ça l'esprit de fête qu'on veut recréer. Puis ça va être le fun, ce party-là. Tout le monde va essayer de voir c'est qui le déguisement, tout ça. Peut-être mentionner aussi en terminant qu'on a un commanditaire majeur. Pour ça, c'est la Caisse populaire de la région ouest de Lac-Mégantic ici et là. Alors, on les remercie en passant. Donc, c'est une invitation à venir costumer. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Est-ce qu'on doit se procurer des billets? Oui, absolument. Il faut se procurer des billets. Donc, on a essayé d'être quand même assez raisonnable sur le prix d'entrée. Donc, c'est 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants. OK. Puis, entrée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins parce que les plus jeunes sont invités aussi. Évidemment, il y a un service de bar, mais là, c'est là qu'on va faire le contrôle pour l'âge. Là. Oui. Mais toute la population de 7 à 77 ans et même aujourd'hui de 7 à 100 ans sont invités. Bien, merci beaucoup, messieurs. Donc, c'est une invitation le 31 octobre prochain à venir au bal masqué des fous rires. Merci. Bien, merci. On vous attend tous. Oui. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour suivre l'équipe de tournage de la télé locale Action vous invite à participer à son concours. Soyez amis Facebook avec Action TV. Partagez la page et courez la chance de gagner 3 mois gratuits du service de télévision de Câble Action. Le concours est en vigueur jusqu'au 1er décembre. Participez en grand nombre.